Avez-vous déjà vu les images des années 60-70, les archives de l'INA qui parlent des années 2000 ? On y voit vraiment un tournant dans la société, les gens pensaient à la guérison du cancer, à la fin de la guerre, aux voitures autonomes. Bref, ils étaient en capacité d'imaginer, ils étaient en capacité de rêver. Les Français ont une vision à la fois optimiste et raisonnable de l'an 2000. D'une manière générale, ils pensent que le pouvoir de la science et de la technique seront considérables. Les plus grands progrès souhaités sont dans l'ordre la guérison du cancer, la disparition de la guerre, la disparition du chômage. 25 ans après l'an 2000, je suis prêt à parier que si vous posez la même question, où les gens se projettent dans 20 ou 30 ans, dans votre entourage, dans vos familles, dans vos amis, la réponse en serait de même. Sans même parler de vision positive ou négative du futur, on peut vraiment s'attendre à des réponses du type « Franchement, je sais pas où l'avenir nous emmène dans 20 ou 30 ans ». Mais je dirais que c'est pas forcément quelque chose de naturel. Et même en le voyant en fait ici au lab, c'est difficile, je trouve, de projeter à 10 ans, c'est difficile. Bien sûr, c'est un exercice facile. C'est difficile pour moi d'imaginer l'avenir pour plusieurs raisons, parce que dans un monde incertain, je trouve que c'est très difficile de se projeter à horizon 10 ans pour des questions d'insécurité, d'éco-anxiété, c'est difficile. Il est très difficile pour moi de me projeter à horizon 15, 10 ou même 5 ans, car j'ai trop peur que des imprévus viennent impacter des plans que je peux projeter aujourd'hui. Donc trop d'incertitudes et peur des imprévus. On est donc un peu en situation de panne sèche, le réservoir est vide. Notre imagination n'est plus capable de se projeter dans le futur. Qu'est-ce qui se passe, papa ? Eh bien, je n'en sais rien. Alors pourquoi nos rêves et notre imagination sont en panne ? Deux causes principales peuvent expliquer ce phénomène. La première, c'est la polycrise dans laquelle nous vivons. Crise économique, crise écologique, crise générationnelle, vous en connaissez sans doute autant que moi. Le fait que cette crise soit permanente nous empêche de nous projeter dans l'avenir. En effet, quand on voit que tout est possible dès le lendemain, par exemple que Israël du jour au lendemain souhaite envahir Gaza, ou bien que une catastrophe énergétique cause un blackout dans tout un pays, on se demande de quoi demain sera fait. Alors comment imaginer l'après-demain à 5 ans, à 10 ans ? Impossible. L'autre cause dont nous allons parler, c'est l'infobésité, la surinformation. En effet, le cerveau, pour créer du nouveau, créer de l'imaginaire, il a besoin d'espace. Cependant, avec l'abondance d'informations, que ce soit physique ou numérique, que nous recevons chaque jour, l'espace est de plus en plus restreint et empêche le cerveau de créer du nouveau, comme le montre cette étude. Dans son étude sur la surcharge d'informations, les causes, les conséquences et les remèdes, Kazim Mostak-Gosul-Hock nous montre que cette surcharge peut induire une capacité d'attention plus courte et surtout que la réflexion à long terme s'arrête parce que pratiquement toutes les informations nécessaires sont déjà disponibles en grande quantité dans les informations. Donc ça, d'une part, c'est le constat. Mais il y a plus inquiétant que ça, c'est le rôle que ça joue sur notre santé mentale. Ok, c'est la crise, ok, il y a trop d'informations, on n'arrive pas à se projeter, et alors ? Alors, ces deux situations cumulées posent de graves problèmes de santé mentale, qui est la grande cause nationale de l'année, je vous le rappelle. Une étude italienne récente sur des jeunes adultes montre d'ailleurs que la peur de la guerre actuelle augmente leur niveau de stress vis-à-vis de l'incertitude du futur et leur anxiété. Cela affecte directement leur détresse psychologique et par effet boule de neige, ça peut encore plus augmenter à la fois leur peur, leur stress et leur inquiétude pour le quotidien et l'avenir. De l'autre côté, une étude chinoise de Shi Xiaolu nous montre que les difficultés psychologiques qui sont liées à la surcharge informationnelle aggravent nos problèmes de santé mentale, par 3 effets principaux. Et ça, c'est vraiment intéressant. Les mécanismes par lesquels la surcharge informationnelle joue sur notre santé mentale sont présents à 3 niveaux. Le premier, c'est la saturation cognitive. L'excès d'information dépasse la capacité du cerveau à traiter l'information. C'est ce que je vous parlais dans l'introduction. Le deuxième élément, c'est, comme pour la peur de la guerre du côté de la polycrise, c'est l'augmentation de l'anxiété et du stress. Une exposition continue à des informations stressantes peuvent provoquer une réponse émotionnelle négative, entravant la pensée prospective. Et enfin, le désengagement. En fait, face à l'overdose d'informations qu'on peut avoir dans notre quotidien, on se dit que c'est pas possible de faire autrement, qu'on doit continuer comme ça, et donc on se désengage de comment agir sur l'avenir.
Alors dans tout ça, quel est le rôle de l'imagination et des rêves? Si on se penche un peu sur l'histoire déjà. Les grandes découvertes, les progrès sociaux et médicaux sont toujours passés par de l'imagination, du rêve qui a émergé de quelqu'un. Jules Verne, il se basait sur des observations de la réalité, mais imaginait énormément ce que pouvait donner le futur. Son roman 20 000 lieues sous les mers a été inspiré de l'exposition universelle de 1867, auquel il a pu découvrir des innovations sous-marines qui allaient bientôt sortir, mais il les a extrapolées, il leur a donné plus de corps, de jus, qui leur a donné toute son imagination qu'on connaît dans son roman, à savoir les bathyscaphes, les engins capables d'aller sous l'eau, le fameux Nautilus, etc., qui n'étaient pas encore créés dans la réalité, et son œuvre a une influence sur les progrès techniques qui ont suivi. Dans la même logique, du côté invention, on se retrouve quelques siècles plus tôt avec Léonard de Vinci, qui en observant le vol des oiseaux a permis de concevoir, dessiner la première machine volante, 400 ans avant le début des avions. Il avait par ailleurs des habitudes créatives qui lui permettaient de lier d'un sujet à l'autre des choses complètement différentes, qui ont permis de faire avancer beaucoup de choses à son époque et même dans les siècles qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Dans un autre registre, sur le plan social, on a notamment Olympe de Gouges, qui est connue pour être une révolutionnaire féministe donc de la fin du XVIIIe siècle, qui par ses écrits, que ce soit théâtre ou alors manifeste ou même pamphlet dans la rue, travaillait sur les problématiques sociales, que ce soit des femmes, des esclaves. Son texte le plus connu est évidemment la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui lui a vécu d'être emprisonnée et ensuite guillotinée à cause de ça. Et on pourra lire d'ailleurs dans son procès qui a précédé son exécution en 1893, Olympe de Gouges, né avec une imagination exaltée, prit son délire pour une inspiration de la nature. Commença par déraisonner, finit par adopter le projet des perfides qui voulaient diviser la France. Elle voulut être homme d'État, il semble que la loi a puni cette conspiratrice d'avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe. Évidemment, rédigé par un homme, mais ce qui est important là-dedans, c'est que on pouvait voir que même dans son procès, elle était jugée pour son imagination, et au final, elle a fait énormément avancer les problématiques sociales de l'époque. Au-delà de l'histoire, quels sont les bienfaits de l'imagination? On va faire un peu de neurosciences à cet endroit-là. L'imagination, elle stimule de nombreuses zones du cerveau. Tout d'abord, on a le cortex sensoriel qui s'anime, qui crée une perception quasi réelle des images mentales. Ensuite, on a l'hippocampe, qui est le gardien de nos souvenirs, qui puise dans notre mémoire pour enrichir ces simulations. Enfin, on se retrouve dans le cortex préfrontal, qui est aussi le siège de nos fonctions exécutives, qui participe activement à ce processus en organisant et en donnant du sens à ces scénarios imaginaires. Cette dernière zone est particulièrement intéressante, parce qu'elle se situe proche des zones qui nous permettent de nous mettre en action au quotidien. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Le stimulus qu'on envoie dans notre cerveau quand on imagine nous permet de souhaiter agir vers ces imaginaires. C'est un peu compliqué, mais je vous explique. En fait, le simple fait d'imaginer le futur peut nous stimuler à agir pour atteindre ce futur. Une stimulation neuronale dans cette zone peut modifier le comportement vers des dimensions imaginées. La stimulation du cerveau par l'imagination, elle permet notamment, par ce que je viens de vous expliquer, de stimuler les neurones et donc de lutter contre les maladies dégénératives, notamment comme la maladie d'Alzheimer. De l'autre côté, on a une étude de l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande qui nous précise que l'imagination d'un futur positif, qui a été rapporté donc des paroles des participants, permet de maintenir une bonne santé mentale et de se sentir en meilleure santé après simplement 2 mois après avoir fait les exercices, plutôt à ce que, avec les personnes qui ont eu du mal à faire ces exercices-là, ils ont été beaucoup plus enclins à rester déprimés au quotidien. Donc, imaginer des scénarios positifs du futur, ça permet d'améliorer sa santé mentale au quotidien et sa projection dans l'avenir. Alors si on résume, qu'est-ce que ça donne? Par les crises que nous vivons et par la surinformation, notre cerveau est surstimulé et n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Cela nous cause du stress, de l'anxiété, mais aussi de l'inaction comparé aux conséquences actuelles. Pourtant dans l'histoire, ce sont l'imagination et le rêve qui ont été des leviers hyper puissants pour changer la société. L'imagination, comme on vient de le voir juste avant, elle a également un rôle clé pour la santé mentale à la fois neuronale, mais également mentale au quotidien, pour les individus. Mais il nous reste encore quelques challenges à relever. Par exemple, comment trouver l'espace mental pour rêver? Comment travailler dans son quotidien pour avoir une imagination qui nous permette de nous projeter?
Quelles sont les habitudes à mettre en place qui nous aident à nous projeter dans notre quotidien qui est incertain et qui pourrait aider notre santé mentale? Toutes ces questions, je vais essayer de les approcher, de les travailler autour d'experts, d'interviews et des autres vidéos que je vais pouvoir faire sur cette chaîne qui vont permettre, j'espère, de nous éclairer sur cette question et de nous aider à mieux nous projeter dans le futur. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo assez importante qui invite à la suite et puis on se retrouve très vite pour la première interview.